Dans un camp d'entraînement perdu au cœur des Pyrénées, Élise Marchand paraissait n'être qu'une simple réserviste. Mais lorsqu'un groupe de recrues a tenté de l'humilier, elle les a tout mis au sol en quelques secondes. Depuis, une question hante le camp. Qui est-elle vraiment ? Avant de continuer, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un like pour que cette histoire incroyable soit entendue par le plus grand nombre. La pause de midi, au camp d'entraînement de l'OTAN, perdu dans les contreforts des Pyrénées françaises, ressemblait toujours à une arène. Le vacarme des plateaux, le bourdonnement des conversations, les ordres criés par les sous-officiers résonnaient sous le plafond métallique de la cantine. C'était le seul endroit où la hiérarchie semblait se relâcher, où les recrues se jaugeaient les unes les autres, et où les rires pouvaient être aussi cruels que des coups de poing. Élise Marchand tenait son plateau avec la même précision qu'un fusil. Ses bottes, encore humides de l'entraînement du matin, marquèrent le sol d'auréoles sombres. Sa tenue, usée et légèrement trop large, lui donnait l'air d'une réserviste mal intégrée, d'une femme en trop dans un monde d'hommes. Ses cheveux châtains étaient simplement attachés. Sans recherche, elle avançait droit, cherchant une place libre, quand 4 silhouettes massives se dressèrent devant elle. Mathieu Delaunay, grand, épaules carrées, mâchoire volontaire, posa son plateau sur la table d'un geste théâtral. Le bruit claqua comme un avertissement. « Cette table est pour de vrais soldats !» lança-t-il d'une voix forte, suffisante. À ses côtés, Julien Caradec, plus nerveux mais avec ce rictus permanent des hommes qui veulent être vus, croisa les bras et ajouta « Va donc aider en cuisine, ça te correspondra mieux. » Derrière eux, Nicolas Perrin, trapu, tatouage montant sur son cou, la regardait avec un faux air de pitié, tandis que Damien Renaud, plus silencieux mais le sourire mauvais, s'appuyait contre une chaise comme s'il assistait à un spectacle promis d'avance. Un rire grossier éclata dans la salle. Quelques recrues se penchèrent pour mieux voir. Élise s'arrêta net. Son regard, froid, précis, glissa sur eux sans trembler. Un adjudant, qui passait à quelques mètres, ralentit imperceptiblement. Ce regard, il l'avait déjà vu, celui d'un soldat qui a connu des opérations dont on ne parle jamais. Il croisa les bras et resta immobile, comme s'il pressentait que la scène allait se poursuivre sans qu'il n'ait besoin d'intervenir. Élise ajusta son plateau au bord de la table avec une minutie presque inquiétante. Ses doigts, crispés, blanchissaient mais ne tremblaient pas. Sa posture ne trahissait ni peur ni soumission, simplement une tension contenue, prête à se libérer. À quelques tables de là, une jeune recrue observait avec des yeux grands ouverts. Amélie Girard, à peine sortie de l'instruction initiale, petite, encore maladroite dans son uniforme, serrait sa fourchette comme une arme. Elle connaissait trop bien ce sentiment d'être la cible. On se moquait d'elle depuis son arrivée, de sa taille, de son accent provincial. Voir Élise au centre des quolibets lui serrait la gorge. Sa voisine lui souffla. « Ne t'en mêle pas, tu n'as aucune chance. » Mais Amélie ne détachait plus ses yeux de la scène. Julien Caradec saisit un gobelet rempli d'eau et, sans quitter Élise du regard, le renversa sur ses bottes. L'eau glaciale s'infiltra dans le cuir, éclaboussant le sol. « Rafraîchis-toi un peu », lança-t-il en éclatant de rire. Le vacarme de la cantine monta d'un cran. Des applaudissements fusèrent, comme si l'on assistait à un spectacle improvisé. Nicolas Perrin fit Élise tomber bruyamment un plateau vide sur la table à côté d'elle. « Ce n'est pas ta place, petite. Reste dans la file d'attente avec les autres. » Élise se baissa lentement, sortit une serviette et épongea ses bottes, geste mesuré, presque trop calme. Autour, les rires redoublèrent. Le cuisinier derrière le comptoir, un homme massif en tablier taché, s'immobilisa, la louche suspendue. Ce n'était pas la première altercation qu'il voyait, mais quelque chose dans cette femme lui fit serrer la main sur l'ustensile. Son regard se leva vers l'adjudant, toujours impassible, bras croisés. Le cuisinier secoua la tête et marmonna « Des gamins qui croient tout savoir ». Élise leva les yeux un instant vers lui. Pas un appel à l'aide, pas une supplique, juste un contact bref. Puis elle posa la serviette sale sur son plateau et se redressa, droite, immobile. Sa main ajusta ses manches avec une précision militaire. Le cercle se resserrait autour d'elle. Mathieu Delaunay se pencha si près que son ombre couvrit son visage. « Qu'est-ce que tu crois, hein ? Tu fais semblant d'être des nôtres, tu n'es rien. » Un silence étrange, lourd, s'installa au milieu du brouhaha. Amélie sentit ses jambes vouloir se lever malgré elle,
Ses doigts tremblaient. Autour, certains sortaient déjà leur téléphone. Les écrans scintillaient dans la lumière froide de la cantine. Élise Marchand ne broncha pas. Ses épaules restèrent droites, ses yeux fixés sur Mathieu. Et dans ce calme absolu, les plus attentifs comprirent que la scène n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le vacarme des rires avait presque englouti la cantine. Mais pour Élise, le monde s'était rétréci à un cercle de 4 visages. Mathieu Delaunay, sûr de lui, savourait l'instant, persuadé d'écraser une intruse devant tous. Julien Karadec, son comparse, trépignait déjà, impatient de voir l'humiliation se transformer en spectacle. Nicolas Perrin, massif, tapotait de ses doigts tatoués sur la table, comme pour donner le rythme à la scène. Quant à Damien Renaud, toujours en retrait, il observait, sourire en coin, convaincu que tout était déjà joué. Élise inspira lentement, posa son plateau sur la table la plus proche et redressa la tête. Sa nuque, sa posture, ses épaules, tout son corps trahissait une discipline que peu de recrues savaient encore maîtriser. Ses yeux d'acier se fixèrent sur Mathieu. Un silence imperceptible au milieu du tumulte se forma autour d'elle. Le cuisinier, derrière son comptoir, déposa brusquement sa louche. Ses mains s'appuyèrent sur le bois, les jointures blanchies. Il connaissait ce regard. L'adjudant, toujours immobile, fronça à peine les sourcils. Il avait servi dans des opérations extérieures. Il reconnaissait l'attitude d'un soldat qui a déjà survécu là où l'hésitation tue. Julien éclata. « Alors, tu vas pleurnicher ? Ou tu comptes rester planté là comme une potiche ?» Il fit un pas de trop. Élise, d'un mouvement à peine perceptible, glissa son pied en arrière, ajusta son poids. Les observateurs les plus attentifs sentirent que l'air avait changé, comme si l'électricité s'était accumulée dans la salle. Puis ce fut l'explosion. Mathieu, agacé de ne pas la voir réagir, tendit la main vers son épaule pour la pousser. En une fraction de seconde, Élise pivota, saisit son poignet et, d'une torsion sèche, le projeta contre le bord de la table. Le plateau vola. Les couverts ricochèrent sur le sol. Mathieu hurla, surpris, et s'écrasa lourdement sur le côté. Nicolas, le plus massif, fonça aussitôt. Mais Élise s'abaissa, balaya ses jambes d'un geste précis, le laissant s'effondrer comme un sac de sable. Sa tête heurta le carrelage, ses jurons se perdirent dans les cris de surprise. Julien, bouche ouverte, voulut frapper de son poing serré. Elle intercepta son bras, le plia dans une clé douloureuse et le fit chuter à genoux. Un cri aigu s'échappa de sa gorge, brisé par la douleur. Damien Renaud, qui n'avait pas bougé jusque-là, tenta de reculer, mais déjà Élise l'attrapait par la nuque et d'un geste fluide l'aplatissait contre la table voisine. Son front heurta le bois avec un bruit sourd. 40 secondes, pas une de plus. La cantine entière se figea. Les téléphones qui filmaient restèrent immobiles. Les rires s'éteignirent. On n'entendait plus que les respirations rapides, haletantes, des 4 colosses étendus, gémissants ou tordus de douleur. Élise Marchand, au centre du chaos, se tenait debout, imperturbable, son souffle restait régulier, son visage de pierre. Elle remit sa manche en place comme si de rien n'était. Ses bottes craquaient sur un débris de verre. Amélie Girard, qui jusque-là n'osait pas respirer, sentit son cœur battre à tout rompre. Ce qu'elle avait vu n'avait rien d'une bagarre de cantine. C'était une démonstration froide, chirurgicale, de maîtrise et de force. Son admiration naissante se mua en conviction. Cette femme n'était pas une simple réserviste. La porte battante de la cantine s'ouvrit brusquement. Le capitaine Laurent Mercier, grand, cheveux courts grisonnants, fit irruption. Son pas résonna sur le carrelage, ses yeux balayèrent la scène. Les tables renversées, les plateaux éparpillés, les recrues au sol et au milieu. Élise, droite, silencieuse. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» rugit-il, sa voix claquant comme un coup de tonnerre. Il fixa Élise. « Vous venez d'attaquer 4 de vos camarades sous mes yeux ?» Mathieu, encore au sol, se redressa tant bien que mal, le visage déformé par la rage et la douleur. « Elle est folle, mon capitaine, elle nous est tombée dessus sans raison. » Julien, tenant son bras, renchérit d'une voix tremblante. « C'est vrai, elle a pété les plombs. » Élise ne dit rien, ses mains croisées dans le dos, ses yeux plantés dans ceux de l'officier. Mercier s'avança, son ombre s'allongeant sur elle. Puis son regard accrocha un détail, un écusson, à demi effacé, cousu sur la manche de sa tenue. Un serpent noir enroulé autour d'une étoile. Son expression changea imperceptiblement. Ses mâchoires se crispèrent. Il connaissait ce symbole.
Peu d'hommes en France l'avaient aperçu, et ceux qui l'avaient vu n'en parlaient jamais à voix haute. Vipère noire. Un nom qui circulait comme une rumeur dans certains cercles du commandement des opérations spéciales. La salle entière se figea à son tour. Ceux qui savaient échangèrent un regard stupéfait. Les autres, intrigués, attendaient une explication. Mercier ne dit rien d'abord. Son ton se fit plus bas, presque mesuré. Marchand. Élise soutint son regard, inflexible. Et soudain, chacun dans cette cantine comprit que cette femme n'était pas celle qu'il croyait. La rumeur s'était propagée plus vite qu'un incendie dans les dortoirs du camp. Le soir même, chaque chambré murmurait le même nom, chuchoté comme une légende interdite, Vipère noire. Les plus jeunes recrues, celles qui n'avaient encore jamais quitté le territoire, se demandaient de quoi il s'agissait. Certains riaient nerveusement, convaincus que ce n'était qu'une histoire inventée pour impressionner les naïfs. D'autres, ceux qui avaient grandi dans des familles militaires, blanchissaient en silence. Ils avaient entendu des bribes de récits à table, des mots étouffés entre vétérans. Une opératrice du 1er RPIMA, envoyée sur des missions que personne ne devait connaître, disparut du jour au lendemain. Dans la chambrée de Mathieu Delaunay, l'ambiance était électrique. Mathieu, le bras en écharpe, fulminait. Une simple réserviste, tu parles. On nous cache des choses et on nous ridiculise devant tout le monde. Julien Karadec, le poignet bandé, grogna. Peu importe qui elle n'a pas le droit de rester ici. Ça finira mal pour elle. Mais Damien Renaud, plus discret, baissa les yeux. Pour la première fois, il doutait. Le souvenir de la main d'Élise le plaquant sans effort contre la table lui revenait en boucle. Ce n'était pas une scène ordinaire. Dans une autre chambrée, Amélie Girard n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle fixait le plafond, revivant chaque geste, chaque mouvement d'Élise. Elle avait vu, de ses propres yeux, une supériorité qui ne s'enseignait pas dans les manuels. Ce n'était pas la force brute, c'était la précision, l'anticipation, la froideur du soldat aguerri. Elle sentait au fond d'elle que cette femme détenait quelque chose qu'elle cherchait sans pouvoir le nommer. Le lendemain matin, dans la file du petit déjeuner, le silence pesait plus que d'habitude. Là où, la veille, les blagues et les éclats de voix dominaient, chacun jetait des coups d'œil furtifs vers Élise Marchand. Elle mangeait seule, à une table du fond, ses gestes mesurés, indifférente au regard. Ses bottes, encore marquées par la boue des exercices, semblaient à elle seule un rappel de sa présence inébranlable. 2 recrues penchées sur un smartphone chuchotaient. L'une d'elles montra une capture d'écran trouvée sur un forum militaire obscur. Une photo floue, prise de loin, représentant une silhouette féminine casquée, épaule droite, debout devant un hélicoptère en plein désert. La légende disait simplement « Opération extérieure, opératrice COS, alias Vipère noire, disparue ». « Regarde bien la posture, » dit l'un. « On dirait elle. »« N'importe quoi, » répondit l'autre, mal assuré, « ça peut être n'importe qui. » À quelques mètres, l'adjudant qui avait assisté à la scène de la cantine buvait son café sans intervenir. Mais dans ses yeux se lisait une certitude. Lui savait. Et il se demanda ce que faisait encore cette femme dans un camp d'entraînement pour recrues. Amélie, tenant maladroitement son plateau, hésita un instant. Puis, défiant la peur, elle s'approcha de la table d'Élise. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. « Est-ce que je peux m'asseoir » demanda-t-elle d'une voix timide. Élise leva les yeux, la regarda quelques secondes, puis hocha lentement la tête. Amélie s'installa, raide, ses mains tremblant légèrement autour de son gobelet. Aucune parole de plus ne fut échangée. Mais pour elle, ce silence signifiait plus qu'un discours. Dans le fond de la salle, Mathieu et Julien observèrent la scène avec rancune. Ils murmuraient déjà des plans pour remettre cette femme à sa place. Mais au fond d'eux, une fissure s'était ouverte. Une peur sourde. Celle de ne pas être à la hauteur. Le soir, tandis que le camp s'éteignait sous les lumières de blafardes des lampadaires, Élise nettoyait son équipement avec une méticulosité obsessionnelle. Ses gestes précis, constants, rappelaient un rituel. Amélie, en passant, la vit et s'arrêta. Elle observa en silence, fascinée. Et pour la première fois depuis son arrivée au camp, elle sentit naître en elle une certitude. Si elle voulait survivre dans cet univers, c'était à cette femme qu'il fallait ressembler. Dans l'ombre des Pyrénées, la légende commençait à prendre racine. Vipère noire n'était plus seulement une rumeur. Elle avait désormais un visage, une présence, et un regard
qui ne tremblait jamais. Le vent froid balayait le champ de tir improvisé, soulevant des nuages de poussière et d'herbes sèches. Les recrues s'alignaient, fusils d'entraînement en main, attendant les ordres. L'exercice du jour consistait à franchir un parcours en équipe, à coordonner chaque geste sous la pression du temps et du bruit. Les instructeurs, postés sur des miradors métalliques, observaient chaque détail, bloc-notes en main. Élise Marchand se tenait dans la file de son groupe. À ses côtés, Julien Karadec jetait des regards nerveux, visiblement encore humilié par l'épisode de la cantine. Ses mâchoires serrées trahissaient une rancune qui bouillonnait. Derrière eux, Thomas Roussel, un grand garçon trop sûr de lui, tapotait sur son arme factice, comme s'il tenait un jouet. « Allez, en place !» cria l'adjudant. « Objectif, franchir le parcours, neutraliser les cibles, protéger vos camarades. » Chrono en route dès que la première équipe bouge. Le sifflet strident retentit. L'équipe s'élança. Les bottes frappèrent le sol sec, le souffle lourd résonnait dans l'air. Les premiers obstacles étaient simples, fossés à franchir, sacs de sable à contourner. Mais la nervosité de Julien lui fit perdre le rythme. En tentant de passer devant Élise, il bouscula un camarade et fit tomber un chargeur d'exercice. « Avance !» rugit-il, la voix brisée par la panique. Un bruit sec éclata soudain. Une simulation de détonation. Un pétard militaire, déclenché par un système piégé, mit le feu à une touffe d'herbe sèche. Le vent fit le reste. En quelques secondes, des flammes coururent sur le sol, bloquant une partie du parcours. Julien recula brusquement, les yeux écarquillés. « Replie !» hurla-t-il. « On doit se replier !» Ces cris désordonnés semèrent la confusion. Certains recrues s'arrêtèrent, d'autres hésitèrent. Le chaos menaçait de ruiner l'exercice. Élise ne bougea pas. D'un pas rapide, elle attrapa un extincteur accroché à un poteau de sécurité et, sans un mot, attaqua les flammes. Le jet blanc recouvrit l'herbe, étouffa le feu, maîtrisant l'incendie en moins d'une minute. Elle remit l'appareil en place, essuya ses mains sur son pantalon, puis reprit sa position comme si rien ne s'était passé. Le parcours reprit, les recrues encore secouées par la panique. Julien, rouge de honte, marmonna « J'avais la situation sous contrôle ». Élise le fixa un instant et répondit simplement. La prochaine fois, écoute. Un instructeur, témoin de la scène, griffonna rapidement sur son bloc, son regard appuyé sur elle. La nuit tomba sur le camp. Cette fois, l'exercice changeait. Un parcours d'obstacles plongé dans l'obscurité totale. Les recrues, équipés de lampes torches, progressaient deux par deux. Élise fut associée à Thomas Roussel, qui affichait un sourire narquois. « Reste pas dans mes pattes », dit-il en avançant d'un pas pressé. Les premiers mètres se passèrent sans encombre, mais Thomas, trop pressé, trébucha sur un fil tendu. Un bruit assourdissant retentit. Une alarme de simulation se déclencha, illuminant la zone de flash rouge. Les autres éclatèrent de rire, certains chuchotant « Bravo, Roussel, belle entrée !» Élise ne perdit pas une seconde. Elle s'accroupit, sortit son couteau de service et coupa le fil avant que le système ne redémarre. Le bruit cessa aussitôt, laissant un silence tendu. Elle ramassa la lampe tombée de Thomas et la lui tendit. « Derrière moi », dit-elle d'une voix basse et ferme. Le ton fit taire toute velléité de réplique. Thomas hocha la tête, soudain docile, et la suivit à distance respectueuse. Son arrogance s'était évaporée dans l'ombre. À la fin du parcours, le silence dominait. Les recrues, qui ricanaient habituellement des erreurs des autres, n'osaient plus commenter. Ils avaient vu comment Élise réagissait, vite, efficacement, sans perdre son sang-froid. Les instructeurs échangèrent des regards. Aucun ne fit de remarque immédiate, mais tous savaient que cette réserviste n'avait rien d'une débutante. De retour au chambré, l'agitation habituelle avait disparu. On chuchotait seulement son nom. Certains murmuraient encore « Marchand », d'autres osaient à voix basse le surnom déjà redouté « Vipère noire ». Et dans un coin du dortoir, Amélie Girard observait Élise en silence. Elle copiait inconsciemment sa façon de plier son uniforme, de ranger ses affaires. Son admiration s'était transformée en apprentissage. Le lendemain matin, l'air du camp semblait différent. Plus pesant, plus silencieux. Les habituels éclats de voix au réfectoire s'étaient éteints. Les recrues entraient, prenaient de leur plateau, mais leurs regards convergeaient toujours vers la même silhouette, Élise Marchand, assise seule au fond de la salle. Elle ne parlait à personne. Elle mastiquait lentement, méthodiquement, les yeux baissés sur son repas.
Mais son simple silence suffisait à imposer une atmosphère. On aurait dit qu'un cercle invisible s'était formé autour d'elle, que personne n'osait franchir. Ceux qui avaient assisté à la scène de l'incendie ou au parcours nocturne chuchotaient à voix basse. Ils racontaient comment elle avait éteint le feu sans trembler, comment elle avait neutralisé l'alarme d'un simple coup de couteau. Les récits grossissaient déjà, se transformant en histoires presque mythiques. Le surnom de Vipère Noire circulait désormais ouvertement, accompagné de regards inquiets. À l'extérieur, sur le terrain d'entraînement, l'effet se faisait encore plus clair. Là où, quelques jours auparavant, les moqueries fusaient, les recrues passaient désormais en silence lorsqu'Élise marchait sur la piste. Certains détournaient les yeux, d'autres, au contraire, observaient attentivement ses gestes, cherchant à les imiter. Amélie Girard, elle, ne cachait plus son admiration. Pendant les exercices de tir, elle jetait sans cesse des coups d'œil vers Élise, essayant de reproduire son calme, sa respiration maîtrisée, la précision de ses gestes. Lors des courses d'endurance, elle réglait son rythme sur celui d'Élise, même si cela lui coûtait des crampes et un souffle court. Un après-midi, alors que le groupe effectuait des pompes dans la boue, Amélie s'effondra sur les avant-bras, épuisée. Elle serrait les dents, refusant d'abandonner, mais ses bras tremblaient. Élise passa à côté d'elle sans ralentir. Pourtant, au moment où elle la dépassa, elle glissa, d'une voix si basse qu'elle sembla n'appartenir qu'à elle. « Tiens bon !» 2 mots seulement. Mais pour Amélie, ce fut comme si elle avait reçu une médaille. Elle redressa les épaules, reprit le rythme et finit l'exercice sans céder. Pendant ce temps, la rancune de Mathieu Delaunay et Julien Caradec grandissait. Ils évitaient Élise en public, mais leurs regards brûlaient de haine chaque fois qu'elle passait. Ils tentèrent de rallier d'autres recrues, mais la peur avait brisé leur ascendant. Ceux qui autrefois riaient à leurs blagues s'éloignaient maintenant, conscients qu'ils n'étaient plus des meneurs, mais des perdants. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, Nicolas Perrin, encore marqué par son humiliation de la cantine, lança à mi-voix « Tu crois qu'elle est vraiment cette Vipère Noire ?» Julien serra les poings. « Peu importe, qu'elle soit qui elle veut, je la ferai tomber. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles, car la vérité était claire. Il avait peur. Dans la chambrée des recrues, le climat changeait chaque jour un peu plus. Les rires faciles s'étaient éteints, remplacés par des conversations discrètes. On ne parlait plus d'Élise comme d'une étrangère ou d'une cible. On parlait d'elle comme d'une énigme, une force tranquille qu'on ne pouvait ignorer. Amélie, assise sur son lit, observait Élise ranger son uniforme avec la même précision implacable que toujours. Elle essaya d'imiter ses gestes, maladroitement. Élise leva un instant les yeux vers elle, neutre, puis retourna à son pliage. Pas un sourire, pas un mot. Mais ce regard suffit à faire battre le cœur d'Amélie comme s'il s'agissait d'un encouragement. Dehors, le vent soufflait sur les drapeaux du camp. Dans l'ombre des montagnes, une légende prenait racine. Vipère Noire n'était plus seulement une rumeur du passé. Elle était là, parmi eux, chaque jour, et son silence valait plus que toutes les menaces de leurs instructeurs. Et peu à peu, même les plus sceptiques commencèrent à comprendre. Quelque chose, dans ce camp, avait changé pour de bon. Le matin était gris, un de ces matins où le brouillard s'accrochait encore aux barbelés du camp. Les recrues se rassemblèrent sur le terrain sableux réservé aux exercices de combat rapprochés. Les instructeurs avaient annoncé une séance de mise en situation, 1 contre 1. Pas de triche, pas de spectacle, uniquement la technique. Élise Marchand s'avança calmement, son visage toujours impassible. En face d'elle, son adversaire désigné, Aurélie Martin. Elle faisait partie de celles qui, quelques jours plus tôt, avaient ricané le plus fort dans la cantine lorsque Julien Caradec avait renversé de l'eau sur Élise. Grande, robuste, Aurélie affichait un sourire arrogant, en se mettant en position. « Cette fois, on va voir si ton calme te sert encore », lança-t-elle avec un rire méprisant. L'adjudant siffla. Aurélie fonça immédiatement, cherchant à la surprendre. Mais Élise esquiva d'un pas latéral précis, à peine visible. Sa main toucha le bras d'Aurélie avec une maîtrise chirurgicale, un simple appui qui suffit à la déséquilibrer. Aurélie chancela, manqua de tomber. Les spectateurs retinrent leur souffle. « À coup de chance !» cracha Aurélie, les joues rouges. Elle revint à la charge, plus agressive, mais cette fois Élise saisit son poignet, le maintint 1 seconde, puis le relâcha doucement. Pas de brutalité, pas d'humiliation, juste une démonstration de contrôle. « Concentre-toi !»
dit Élise d'une voix calme. Aurélie s'immobilisa, troublée. Son assurance s'effondra en un instant. Elle recula d'un pas, le souffle court, les yeux baissés. Le silence tomba sur le terrain. L'adjudant leva la main et déclara « Marchand ». Le nom résonna comme une évidence. Les autres recrues échangèrent des regards lourds de respect et d'appréhension. Dans les jours qui suivirent, les conséquences tombèrent. Mathieu Delaunay fut convoqué à l'aube dans le bureau du capitaine Mercier. Le dossier posé sur la table, la décision déjà prise. « Tu es renvoyé » dit Mercier d'une voix glaciale. Manque de respect envers un supérieur. Indiscipline répétée. Ramasse tes affaires. Mathieu protesta, tenta d'accuser Élise d'avoir provoqué la bagarre. Mercier le coupa d'un geste sec. C'est terminé. Le nom de Delaunay disparut des listes dans la journée. Son lit fut vidé avant midi, comme s'il n'avait jamais existé. Les recrues comprirent le message. L'armée française n'avait pas de place pour ceux qui croyaient que la force brute remplaçait la discipline. Le cas de Julien Karadec fut plus bruyant. La vidéo de la cantine, filmée en cachette, avait fini par circuler hors du camp. Elle montrait clairement la scène, 4 hommes encerclant une femme, puis la chute rapide de chacun d'eux. Les réseaux militaires en faisaient déjà leur gorge chaude. Le nom de Karadec était cité dans les commentaires, accompagné de moqueries. Sa candidature pour un programme d'élite fut annulée dans la soirée. Julien passa les jours suivants dans un silence amer, le visage fermé, évitant le regard des autres. Son sourire permanent avait disparu, remplacé par une crispation constante. Nicolas Perrin, lui, tenta de continuer comme si de rien n'était. Mais le rejet vint des autres recrues. Il ne lui parlait plus, ne riait plus à ses blagues. Il devenait invisible, ignoré, et ce silence lui pesait plus qu'une sanction officielle. Seul Damien Renaud eut un geste différent. Une nuit, alors que le dortoir s'endormait, il glissa un papier plié sur le lit d'Élise. Quelques mots maladroits tracés à la hâte. « Pardon ». Le lendemain, Élise trouva le mot, le plia soigneusement et le rangea dans sa poche. Elle ne dit rien. Mais ce simple silence avait valeur de réponse. Sur le terrain, l'attitude envers Élise avait changé. Plus personne ne riait. Les instructeurs, autrefois sceptiques, observaient désormais ses gestes avec une attention nouvelle. Chaque mouvement de sa part était noté. Chaque mot rare qu'elle prononçait résonnait. Pour Amélie Girard, tout cela confirmait ce qu'elle savait déjà. Élise n'était pas une recrue comme les autres. Elle représentait une forme de force qu'Amélie n'avait jamais vue. Et chaque jour, en secret, elle s'efforçait de marcher un peu plus comme elle, de tenir un peu plus droit, de respirer un peu plus calmement. Dans le camp, la transformation était évidente. Ce qui avait commencé comme une moquerie était devenu une légende vivante. La vipère noire imposait son ombre. Et tous, même ceux qui refusaient de l'admettre, savaient que plus rien ne serait comme avant. Le bureau du capitaine Laurent Mercier sentait le cuir usé et le papier ancien. Les stores laissaient entrer une lumière pâle, coupant la pièce en bandes d'ombre et de clarté. Sur son bureau, des dossiers s'empilaient, annotés d'une écriture ferme. Élise Marchand entra sans un bruit, main jointe derrière le dos, le visage neutre. Mercier la fixa longuement, ses yeux cherchant une faille. Il avait vu des hommes brisés, des recrues effondrés sous la pression, des vétérans rongés par les souvenirs. Mais cette femme, debout devant lui, ne montrait rien. Il parla le premier, sa voix grave mais sans colère. « Pourquoi as-tu laissé ces hommes t'humilier ? Pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt ?» Élise inclina légèrement la tête, ses yeux se rétrécissant comme si elle pesait chaque mot. « Parce qu'il devait apprendre. » Mercier fronça les sourcils. « Apprendre quoi ? Qu'on ne juge pas un soldat à son apparence, qu'on n'écrase pas les siens pour paraître plus fort. Il devait comprendre seul. » Un silence tomba, lourd. Mercier hocha la tête, lentement. Ses doigts effleurèrent un dossier posé devant lui. Sur la couverture, une annotation, licenciement sous le sceau du secret. La mention administrative des militaires écartés sous des conditions confidentielles. Il savait ce que cela signifiait. « Tu n'es pas une réserviste ordinaire », murmura-t-il. Élise ne répondit pas. Son silence confirmait plus que des mots. Mercier referma le dossier, soupira et, pour la première fois depuis longtemps, baissa légèrement le ton. « Très bien. Reste donc ce que tu es. Mais souviens-toi que les murs de ce camp ont des oreilles. » Le soir même, lors d'une séance de planification tactique, les recrues se massèrent avant dans une salle de projection.
Sur le tableau blanc, une carte simplifiée représentait un village fictif, cible d'un exercice prévu le lendemain. Le capitaine expliqua rapidement, puis se tourna vers les rangs. « Marchand, avance !» Corrige ce plan. Un murmure parcourut la salle. Certains sourirent, persuadés qu'il s'agissait d'un piège pour l'humilier. Élise prit le feutre sans un mot, observa la carte 2 secondes, puis redessina les lignes. Un chemin de contournement, un point de couverture, une entrée alternative. En quelques gestes rapides, le plan devint limpide, efficace. Le silence fut total. Même les sceptiques ne pouvaient nier la clarté de sa démonstration. Un instructeur, jusque-là resté en retrait, tapa son stylo sur le carnet et déclara « Voilà, c'est comme ça qu'on fait ». Les rires qui accompagnaient habituellement ce genre d'exercice s'étaient éteints. Les visages étaient lides fermés, certains rougissaient de honte. Au fond de la salle, Amélie Girard observait Élise avec des yeux brillants. Elle voyait en direct ce qu'elle voulait devenir, une soldate qui ne tremble pas, qui ne s'excuse pas, qui sait. À la fin de la séance, alors que les recrues sortaient en file, Amélie hésita, puis elle se plaça dans le chemin d'Élise. « Comment tu fais pour ne jamais douter ?» demanda-t-elle, la voix basse. Élise s'arrêta, son regard se posa sur elle. Pas de sourire, pas de discours. 2 mots seulement. « Continue. » Amélie hocha la tête avec force. Elle sentit ses jambes plus solides, son souffle plus régulier. Cette parole, brève comme un ordre, suffisait à la porter plus loin que toutes les leçons des instructeurs. Dans le camp, la hiérarchie tacite avait changé. Ceux qui s'étaient moqués d'Élise gardaient désormais le silence. Ceux qui hésitaient la suivèrent du regard. Et ceux qui doutaient d'eux-mêmes se redressaient à son passage. La vipère noire n'avait jamais revendiqué son nom, mais il était déjà gravé dans chaque murmure, chaque silence respectueux. Le matin se leva clair et froid sur le camp. Les Pyrénées dressées comme une barrière bleutée derrière les baraquements. Élise Marchand nettoyait son fusil d'entraînement, geste lent et précis. Autour d'elle, les voix des recrues dont s'était mis faite discrètes, presque timides. Personne n'osait plus plaisanter trop près. Un bruit de moteur se fit entendre. Un Peugeot 5008 noir franchit la barrière du camp après un simple signe de carte tricolore. La voiture se gara à l'écart, sans ostentation. Un homme en sortit, costume sombre, allure civile, mais la démarche trop assurée pour tromper. Pas d'insigne, pas d'uniforme. Ses yeux balayaient les alentours avec la froideur d'un professionnel. Il entra quelques minutes dans le bureau du capitaine Laurent Mercier, puis en ressortit. Son regard se fixa immédiatement sur Élise. « Marchand ?» dit-il simplement. « C'est l'heure. » Élise rangea son chiffon, remit la sangle de son sac et se leva. Autour d'elle, les recrues s'étaient entaffigées. Pas un téléphone ne sortit des poches. Le silence s'imposait de lui-même. À l'ombre d'un hangar, Julien Karadec observa la scène, mâchoire serrée. La honte et la rancune se mêlaient dans ses yeux. Nicolas Perrin baissa la tête. Damien Renaud, lui, serra dans sa poche le petit mot de pardon qu'il avait glissé à Élise, comme pour se rappeler qu'il avait osé un geste humain. Plus loin, escorté vers la sortie administrative, Mathieu Delaunay ralentit en voyant la voiture noire. Son regard croisa celui d'Élise un instant. Ce fut suffisant pour comprendre qu'il avait affronté plus grand que lui. Le capitaine Mercier sortit à son tour. Il s'arrêta devant Élise, croisa son regard. « Vous n'avez jamais revendiqué quoi que ce soit, » dit-il calmement. « Je n'ai rien à revendiquer, » répondit-elle. Un mince hochement de tête. C'était tout. Élise prit son sac. Avant de partir, elle s'approcha d'Amélie Girard, qui s'était mise au garde-à-vous, droite mais tremblante. Élise ajusta d'un geste la sangle de son gilet, millimètre insignifiant, mais chargé de sens. « Garde le cap, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Amélie, la voix ferme malgré le battement rapide de son cœur. L'homme en civil tenait déjà la portière ouverte. Élise traversa la cour. Les recrues, instinctivement, s'écartèrent, formant un couloir silencieux. Pas d'applaudissements, pas de cris, seulement le bruit de ses bottes sur le gravier. Elle monta dans le véhicule. La portière se referma doucement. Le moteur démarra. La voiture franchit la barrière et disparut dans la vallée. En moins d'1 minute, il ne resta plus rien d'elle, sinon le vide qu'elle laissait. Le camp reprit son souffle. Une note interne circula dans l'après-midi, rappelant la discipline et le respect entre camarades. Le capitaine Mercier réunit brièvement les recrues. Il ne prononça pas son nom. Il parla simplement de ce qui distingue un soldat.
Le bruit est facile, la tenue, non. Chacun comprit de qui il s'agissait. Julien reçut dans la soirée l'avis officiel, sa candidature à un programme d'élite annulé. Il resta longtemps immobile devant l'écran, incapable de lire autre chose. Nicolas tenta de se rendre invisible. Damien, lui, leva les yeux vers Amélie, et pour la première fois, elle lui rendit un signe bref. Ce soir-là, Amélie courut seule sur la piste. Elle régla sa respiration sur un rythme calme, compta ses pas, noua ses lacets 2 fois. En rentrant, elle accrocha son uniforme avec la précision d'un rituel. Elle avait trouvé son modèle, non pas dans des discours, mais dans le silence d'une femme qui avait marché droit, agi sans bruit et disparu quand on l'appelait. Dans le camp, la rumeur de la vipère noire ne s'éteindrait plus. Elle n'avait jamais cherché à la nourrir. Elle avait seulement laissé une trace, une façon de se tenir, d'observer, d'agir. Et pour Amélie, cette trace suffisait à changer tout le reste.